Salut à tous, c'est Karine pour un nouveau Passion Patrimoine avec, j'ai envie de dire, mais il m'a dit de faire attention aujourd'hui parce qu'il allait me titiller sinon, un énergumène. Non, en tout cas une personne qui sait se faire présent, se faire même omniprésent, mais pour des bonnes raisons dont on va justement parler aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Van Uffel. Bonjour Stéphane. Salut Karine. T'as vu un peu l'intro que je t'ai fait? Ouais, je m'inquiète parce que j'ai l'impression que tu es trop présent. Je vais essayer de me faire discret un peu. Bon, tu sais, je pourrais dire pareil de moi. Hein. Non, j'ai pas du tout cette sensation. Non, mais on va y revenir parce que c'est aussi ton style. Il paraît. Donc on va justement essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est important ce virage, en tout cas cette approche que tu as. Moi, j'ai l'impression que c'est un virage un petit peu que tu prends et que tu veux faire prendre à la profession, mais on va repartir comme d'habitude sur l'histoire. Alors déjà, j'ai envie de te dire, c'est quelle origine Van Uffel? Alors attention, parce que ça c'est un vrai sujet. Ah. Van Uffel, en fait, alors attention, parce que, cours d'histoire. En vrai, c'est flamand. Donc c'est belge-flamand. Donc ça n'est pas hollandais, c'est belge-flamand. Et maintenant pour la petite histoire, parce que j'y tiens beaucoup, parce que justement de cette partie de ma famille, j'ai beaucoup d'attaches à ça. À la base, ce sont des gens qui venaient d'Alsace, qui s'appelaient Uffel, et pour des raisons de religion ont quitté la France à une certaine période au XVIIe siècle, sont allés faire du commerce en Hollande, ont été anoblis en Hollande, d'où le Van, avec une minuscule auquel je tiens beaucoup, et qui sont revenus s'installer en 1727 à Versailles. Et depuis, cette branche des Van Uffel est à Versailles. Sinon, beaucoup de Van Uffel sont en Belgique. D'accord. Voilà, Ah ouais, t'as une histoire de famille lourde. Hein. Ouais, alors, elle est drôle. Elle est très très drôle. En tout cas, elle est présente quand on parle. Oui, parce que en plus, mon grand-père qui portait ce nom-là, qui a voulu un petit peu voyager, est allé s'installer en Indochine dans les années 30, qu'il a rencontré ma grand-mère qui avait du sang vietnamien. Donc j'ai du sang vietnamien, ce qui se voit évidemment à mon faciès de bleu aux yeux bleus. Énormément. Évidemment, voilà, pendant que ma maman, elle, de l'autre côté, est née au Maroc, parce que mes grands-parents avaient décidé d'aller aider l'émancipation du Maroc. Donc j'ai une famille avec une histoire assez particulière. Ouais, très hétéroclite. Très drôle. Ok, c'est ce qui va creuser, on va le voir aussi, ta curiosité. Évidemment. Et ce qui va peut-être expliquer aussi parfois ton envie, ta soif d'apprendre et de transmettre. On va repartir par le début, hein, Stéphane, si tu veux bien. Bac littéraire, avec une volonté d'être soit diplomate, soit écrivain, en tout cas un orateur. Soit les deux. Soit les deux. Parce que, alors, en plus, comme je manque d'humilité totalement, moi, je voulais être les deux. C'est-à-dire, je voulais être Chateaubriand, c'est-à-dire diplomate et un grand littéraire. Bon, j'ai raté. Ça a été un échec cuisant, parce que je n'ai pas de plume, en tout cas pas à ce niveau-là. Et puis, les études, voilà, j'aimais bien. Mais le cadre des études et l'exigence au niveau des études ne convenait pas à cette curiosité qui est un peu lourde des fois à porter, parce que je pars dans tous les sens. Et donc, il y a un moment donné, quand même, en particulier sur une prépa à Sciences Po, il faut quand même rentrer dans un cadre. Dans un cadre. Donc, finalement, je suis parti dans tout à fait autre chose, mais je reste sur la base de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de la curiosité, des humains, de la découverte et de la nouveauté. En 2002, c'est les études, école de commerce, avec une spécialisation en gestion de patrimoine. Mais tu avais déjà envie d'aller vers une gestion un petit peu différente. Et on va repartir justement. J'essaie toujours de comprendre pourquoi un CGP a eu envie de ça à la fin de son bac. Est-ce que c'est une histoire familiale? Toi, on a discuté, t'as personne qui faisait de la finance dans ta famille, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi ça t'a piqué à un moment donné. Et alors, je dois dire que tes réponses, elles m'ont un peu laissé sans voix parce que... Non, mais c'est pas courant, en fait. T'as exprimé à un moment donné cette envie d'aller vers de la gestion de patrimoine par rapport déjà à une annonce que t'as vue dans le Figaro. Bah ouais, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Voilà. Et ça tient à rien, en fait. Hein. Et surtout, une photo de bateau. Ouais. Mais pourquoi Et alors, je suis pas du tout marin. Bah oui, c'est dingue. Non, c'était juste parce que le nom du cabinet qui recherchait quelqu'un avait une notion de cap. Il y avait cap quelque de chose voyage. Il s'appelait Cap Croissance, pour le citer. Ok. Et donc, forcément, il y avait une notion de cap. Il y avait un grand bateau sur les pages roses du Figaro. Et c'est tout. Enfin, oui, comme quoi la vie, c'est tout bête. On y va, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Parce que moi, je ne savais vraiment pas du tout de quoi il s'agissait. Et je suis donc allé par curiosité. On est en quelle année, là? On est fin 2001.
Fin 2001, En début 2001, 2002. on parle pas Ouais. tant que ça de la gestion de patrimoine. Ou en tout cas, c'est quelque chose, pas de tabou, mais quelque chose d'assez secret, ou Ah, en tout cas moi, fermé, quoi. dans mon cercle familial, voilà, on n'était pas du tout dans un cadre familial, banque privée, gestion de patrimoine. Je ne connaissais pas, et mes parents ne connaissaient pas quelqu'un qui faisait ce métier. Bon, il y avait des gens qui faisaient de l'immobilier, des gens qui travaillaient un peu dans la banque, un de mes oncles. Je ne connaissais pas du tout ce métier. Et j'y vais vraiment par Mais comment curiosité. tu vas à un rendez-vous si tu sais même pas le job Pas- description? Parce que l'annonce, tu sais, c'est cette annonce, et puis ça s'est vérifié, parce qu'en fait, c'est un cabinet qui se créait avec une personnalité complètement décalée, qui m'a appris énormément de choses sur ma vie. Un Belge. Ouais, un Belge, c'est un hasard pour le coup, un Bruxellois, alors ça c'est important. Ouais. Et Vincent, je le cite, parce que c'était une personne très importante dans ma vie. Ouais, l'annonce, il y avait un truc. Voilà, il y avait un truc qui était pas clair. Tu vois, j'y vais. Grosso modo, il te disait d'où tu viens voir. Et j'arrive et on est dans un grand hôtel et ils sont 4 et il m'explique des montages, Deutsche Bank, LBO et en fait il m'explique la structure pour laquelle je vais travailler. Je n'y comprends à ce moment-là vraiment rien. Rien du tout. Et pendant tout l'entretien, ils me promettent des trucs, tu peux gagner ça, nanani, nan. Bon. Toi, Mais- c'était plutôt un profil commercial, en fait. Ah oui, là pour le coup, très Ouais. cool. Enfin, c'est du Tu te conseil. disais que c'était vraiment Mais ça, quoi. alors, je vais peut-être choquer la profession. Un conseiller en gestion de patrimoine, il vend toujours Ouais, quelque bien sûr. chose. La première chose qu'il vend, c'est sa personne, son savoir-faire et ses compétences. Ensuite, il peut vendre du conseil. Ensuite, il peut vendre un produit. Il n'y a absolument rien de sale à ça. Sauf que pendant qu'on m'expliquait, ouais, tu vas gagner tant, parce que j'étais jeune et qu'il pensait m'hameçonner T'as comme ça. pâté, quoi. Ouais, moi, je regardais ce type en face de moi, qui était chic, mais à un point, Karine, tu peux pas t'imaginer, qui avait des chaussettes violettes qui étaient pareilles que Ah sa ouais. pochette, sa cravate, qui avait des boutons de manchette avec un reflet violet qui était le même. Un grand type d'1,88 m, fin, les cheveux blancs, enfin un truc, un dandy à mort, et qui était marrant avec son accent belge. Et je me suis dit, bah, moi j'ai envie de travailler avec lui. Je comprends toujours pas pourquoi. Ouais. Je vais simplement essayer de rentrer pour aller bosser avec ce mec-là. Et ça a été quand même l'histoire de ma vie, ça. Donc, ça a été... C'est marrant parce qu'en fait, quand je regarde ton parcours, je me dis que tu vas un petit peu là où une personne t'attire. Parce que ta Ouais. deuxième rencontre fondamentale et que j'ai reçue ici pour parler crypto, c'est avec Carl Toussaint Duat. Donc là, Duvast, pardon. En plus, il m'a repris, donc il va m'engueuler. Il t'a même repris sur mon nom à moi. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. C'est l'émotion. Quand t'en croises un, tu te trompes sur l'autre, tu croises l'autre, tu te trompes sur l'un. À l'équilibre, qu'est-ce qu'elle est professionnelle. C'est incroyable. C'est Carl Toussaint Duvast. Duvast, j'aime bien le dire Duvast. Ouais, bah, Okay. Je dis Duvast quand même. Je te conseille. Sinon, je vais me faire engueuler. Et qui te dit une phrase comme ça qui te pique un peu, qui te pique dans ton orgueil. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? J'adore cette phrase. Tu vois, c'est bon, il y a un peu un challenge dedans. Ouais, mais il recrutait des profils. Et je crois qu'il te l'a expliqué. Il recrutait des profils, mais il avait vite compris qu'à un moment donné, il en avait marre de recruter des mecs pour les autres et pas pour lui. Parce que lui, il voulait être entrepreneur. Il avait compris que ce marché de la gestion de patrimoine, c'est un type très câblé. Donc, il pouvait très bien devenir patron d'un cabinet comme ça et animer une équipe. Il a une très forte énergie. Et quand il me fait venir à son entretien, je le vois arriver. Il me dit que je suis trop dimensionné pour le poste qu'il a à m'offrir. Donc c'est là où c'est intéressant. Et il me dit, je vois pas trop. Et il me dit surtout, pourquoi tu montes pas ton cabinet, quoi. Et cette phrase-là... T'es surcapé, quoi, en fait. Bah, on a compris déjà l'un et l'autre, quoi. Ouais. Et je lui réponds évidemment, parce qu'en fait, moi, je veux pas le faire tout seul. Mais en lui plongeant le regard, comme on pourrait plonger le regard dans quelqu'un pour qui on a un vrai coup de cœur. Ouais. J'ai envie de dire amoureux. Là, on est entre mecs, mais c'est un peu la pareil, même chose. l'amitié. On se connaît pas à ce moment-là. Et là, tout de suite, il dit, bon, on va arrêter l'entretien par respect pour les patrons qui m'emploient aujourd'hui, et puis on va discuter à côté. Et là, je comprends j'ai en face de moi un type qui a les mêmes valeurs que moi, qui est un garçon droit, et on va peut-être faire un petit bout de chemin. Mais tout de suite, je comprends qu'il a rien à faire en face de moi à ce moment-là. Je n'ai rien à faire en face de lui à ce moment-là. Vous avez juste être à côté. Ouais, c'est comme avec Vincent, on rencontre, et il y a cette espèce de sensation de se dire, tout le monde va me dire, non, c'est trop bizarre, vous êtes différent, vous êtes ceci. Et plus on va me le dire, et plus on va lui dire à lui. C'est intéressant parce que je me dis que pour des CGP qui sont en train de se lancer et qui se demandent, qui hésiteraient encore et qui se demandent qu'est-ce qui va un petit peu faire basculer leurs décisions, pour toi, les principales décisions, en tout cas professionnelles dans ta vie, elles sont liées à des rencontres, en fait. Même pas, excuse-moi de te dire ça, hein, ça a dû évoluer depuis, mais même pas forcément au métier, mais à des rencontres. Évidemment. C'est dingue quand même. Évidemment, et même si je repense aux 15 ans de carrière de l'histoire de Net Investissement, y compris les erreurs, peut-être managérialement parlant, les erreurs professionnelles,
souvent sont aussi liées à de À des l'humain. personnes. Ouais, à des rencontres qui n'ont peut-être pas été les bonnes. C'est pas du tout un tutu personnel. Et ce que je dis, Non, c'est que bien ça sûr, n'a pas ouais. matché. Ouais. Ou alors, on a eu des fois des rencontres qui sont tombées au bon endroit, au bon moment. Alors, est-ce que c'est de la chance? Est-ce qu'on les provoque? J'en sais rien. Bon, avec Karl, c'est très particulier parce que là, très clairement, j'espère que, en tout cas, c'est la sensation qui est réciproque. Je le crois profondément. Mm. Là, c'est plus important parce que là, ça a changé ma vie. Je pense que j'aurais pas du tout fait ça sans Karl. Et je reste persuadé que sans moi, Karl n'aurait pas fait ça. On aurait fait des trucs très Ouais. bien. On n'aurait pas fait cet investissement. Et donc, nom d'un chien, on a fait un truc pas mal. Donc, 2006, c'est la naissance à Bordeaux de Net Investissement. Vastenvan au début. Vastenvan. Ouais. Cartous à du Vast, Stéphane Vadufel, Vastenvan. Ah putain, là, je peux pas faire de faute au niveau des noms, là. Non, mais Vastenvan, voilà, c'est ça? Vastenvan. Vastenvan. À l'américaine. Tu vois, il y avait Ok. Goldman Sachs, JP Morgan et Vastenvan. Tu vois, donc déjà, ça partait bien. C'est T'as quoi compris c'est quoi vos premiers... Les locaux? Raconte-moi un alors, petit peu. Le voilà. premier jour. Alors, d'abord, premier jour, je te raconte ça vraiment, mais ça, c'est. Je souhaite à tout le monde à 25 ans de vivre un truc comme ça. Bon, moi, je rencontre Karl, donc il essaie de me recruter. On dit qu'on va aller se voir. Super, on va dîner ensemble pour parler un peu ça chiffon avec un copain en commun. Bon, jusque-là, c'est sympa. C'est un gros apéro. On picole un peu. On a 25 ans, c'est sympa. Le mec est sympa, etc. Puis il me dit bon, on va se revoir pour poser un peu à plat et parler sérieusement. Donc, les premiers bureaux, la première séance de travail réelle, la naissance profonde de ce cabinet. Il me dit viens un dimanche après-midi chez moi. Ça, quand tu le connais, tu sais que c'est un test. C'est pas le samedi, c'est pas. Non, il va voir si je viens un dimanche après-midi ou si je vais lui dire oh bah non, bah, moi, que le t'es dimanche, motivé, j'ai quoi. piscine. Bon, et j'arrive le dimanche et voilà, et il est là, il m'attend et bon après le personnage est génial, il y a des livres partout chez lui, donc en fait ça coïncide à mort. Et il a fait un truc incroyable. Il a sorti une feuille A4 avec un ordre du jour. tu vois, limite, il est chez lui, quoi. Tu vois, c'est le week-end, il est en suite, machin, suite américain, New York University, tu vois. Et il y a 5 points. Voilà. Alors, business plan, où est-ce qu'on s'installe, quand on s'installe, on recrute quand. Enfin, tu vois, des trucs, mais. Et là, je me dis, oh, lui, c'est génial. Tu vois, on rentre dans un truc qui est déconnecté. C'était clair, quoi. Déconnecté. Et en fait, comme moi, je pars dans tous les sens. Lui aussi. Mais que là, lui, en fait, il a toujours été, entre guillemets, le moteur des choses qu'il faut absolument faire parce qu'il a besoin de ça pour avoir la notion d'avancer. Bah, dès le début, ça, pour moi, ça a été ma première séance de travail. Après, pour être concret, ça a été très drôle parce que nous avons vendu nos appartements à Paris. Ouais, et vous êtes partis. Et on est parti s'installer. À Bordeaux. Je te parle de ça, septembre. Et pourquoi Bordeaux? Études de marché. Au départ, c'était soit Nice, soit Bordeaux. Voilà, c'était soit le sud-ouest. Là, je te parle de ça 2005. Sud-ouest ou sud-est pour le soleil. Et Karl avait déjà fait 1 ou 2 investissements à titre personnel à Bordeaux. D'accord. Et il avait vraiment trouvé que la ville sortait de son marasme. Bah, c'est sûr que c'était plein essor, ne serait-ce puis ça se nettoyait. dans tout ce qui était CRM, il y avait beaucoup de plateaux comme ça qui se délocalisaient. Et puis on allait s'y installer. Donc nous, on regardait évidemment le business, on regardait aussi où on allait vivre. Et on arrivait tous les deux, on ne se connaissait pas, on n'était pas amis d'enfance. Okay. Il fallait que notre vie sociale soit cool. Donc évidemment, les restos, tout était beaucoup moins cher. Les Parisiens n'avaient pas encore fait la migration. Tu vois. Et surtout, c'était la période où Alain Juppé avait commencé à imposer à tout le monde dans le centre de nettoyer les façades. Donc comme Bordeaux, pour moi, est la deuxième plus jolie ville après Paris en termes d'architecture, pas partout, je vous rassure, bah là, on commençait à avoir ce Bordeaux que j'avais connu petit, moi, très sombre, très noir, et là, on commençait à avoir toutes les façades, et c'était très beau, et on se dit, cool. Après, on a regardé très objectivement les prix pour se lancer, et comme on avait 5 000 € chacun, on a choisi Bordeaux. Voilà. Ok, donc là, l'aventure, elle dure jusqu'à 2006-2012 ? Ouais, première phase d'aventure, c'est, on va dire, 2006, 2010, 11, où là, on est sur de la gestion de patrimoine classique. Alors, quand je dis classique, sur le modèle de la gestion de patrimoine, mais déjà avec la Karl et Stéphane Touch, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des équipes un peu différenciantes. Nous, on a toujours voulu s'amuser. On nous l'a un peu reproché. Donc avec nos équipes, donc tu sais que ça se passe pas toujours bien, parce que quand tu crées des liens trop forts avec tes collaborateurs, le jour où ils partent pour X raisons, c'est compliqué. Ouais. On a passé quand même 2008-2009, crise financière qui a été assez particulière, parce qu'on est parti mais comme des flèches, tu vois, et puis derrière, bam, et en fait tu restructures le truc, il faut repenser ton modèle. Et puis à quoi tu penses que c'est dû votre réussite comme ça, assez fulgurante ? Est-ce que déjà vous travaillez essentiellement avec des clients sur Bordeaux, ou est-ce que justement c'était toute la France ? Imagine-toi, j'ai honte et surtout n'allez pas chercher sur Google ces photos.
Moi, j'ai eu une période, j'avais les cheveux en arrière, gominés, on avait des costumes, c'était la mode dans les années 2000, hein, on avait des costumes rayés, on aurait dit deux Siciliens qui arrivaient, ouais, en plus, on avait 20 ans, presque 20 ans de moins. Ouais. Ah, bon, et les deux Parisiens qui arrivent à Bordeaux, faut être discret, faut pas le faire les caïds. Non, non, pas du tout. Nous, on est arrivé justement avec un modèle. On n'allait pas marcher sur leur plate-bande. On avait des fournisseurs de leads, contacts, on avait des fournisseurs de rendez-vous. On a très vite créé une équipe, pris une assistante et on a fait ce qu'on nous avait appris. On allait voir des clients dans leur bureau, chez eux, audit patrimonial, etc., etc. Donc, on a commencé très vite à avoir des clients à Paris. On a commencé très vite à avoir des clients un peu partout. Donc, en fait, très, très classique au départ. Ce qui est drôle, c'est que vous faisiez ça la journée, et puis le soir, il fallait s'occuper des bureaux, il fallait le repeindre, parce que la dame qui nous le louait, ben, on avait passé un accord, mais on n'avait peint que 30% au début, puis après 30%. Donc notre réussite, elle est que finalement, cette énergie globale, Ouais. on s'arrête jamais, et je crois qu'avec un, on a un point commun fondamental, on se stresse, hein, on a des angoisses, Mais il y a une on émulation. a peur de rien. Ouais. Voilà, mais c'est névrotique. Voilà, c'est-à-dire qu'on on aurait pu faire n'importe quoi, on n'a pas réussi, parce qu'on n'est peut-être pas assez intelligent, mais vraiment, on n'a jamais eu l'impression que tu dois te restreindre, tu vois. Mhm. Ça serait peut-être plus difficile dans le contexte actuel. Ouais, peut-être. Si tu crois, Karine, en général, tu trouves toujours ta solution. Ah Enfin, mais en tout cas, moi c'est mon je moteur. suis très audacieuse et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Mais j'essaye aussi de confronter aussi ce métier à des choses tangibles dont il justement dépend. Et Ouais. c'est vrai qu'il dépend Évidemment. surtout des marchés et des contextes, hein, que ce soit Évidemment. macro ou géopolitique. Donc j'essaye aussi de voir ce que tu en penses, mais on va en parler plus tard. Et puis arrive cette création du premier site. Enfin, en fait, quand on dit premier, il n'y a pas une étude là-dessus qui a prouvé que c'était le premier, mais vous avez l'idée de construire ce site et de le mettre en ligne, de le référencer. Alors pourquoi, à ton sens, c'était novateur ? Vous étiez vraiment les seuls à faire ça ? Non. Alors d'abord, pour la petite blague, nous avons surtout été les premiers à dire qu'on était les premiers. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est important de le Ouais. rappeler. Et nos camarades qui étaient précurseurs avec nous sur ce secteur-là, qu'on connaît très bien, le savent et on se taquine suffisamment là-dessus. Donc en fait, il n'y a pas de premier, il n'y a pas vraiment de premier. Ce qui était novateur, c'est qu'on était déjà dans l'ère où Boursorama avait pris de la place, où des grands réseaux de distribution d'assurance vie en ligne, y compris des CGP comme Linksea, qui s'étaient déjà dématérialisés, s'étaient spécialisés dans les premiers contrats en ligne. Ok. Il y avait évidemment Se Loger et Le Bon Coin. En fait. Donc en fait, les Français commençaient vraiment à toucher à des domaines en termes d'utilisation d'Internet qui n'étaient pas que de l'image, pas que de la photo, pas que du réseau social. Quoiqu'en plus, les nouveaux réseaux sociaux émergeaient aussi, tu vois en envahissant finalement et en changeant complètement nos façons d'utiliser la vie au quotidien. Voilà, je vais le dire comme ça. Bon, et Karl revient de vacances en me disant, j'ai lu le bouquin de Kosciusko-Morizet sur Price Minister, bon, et le mec était aux États-Unis, machin, bon, il veut faire un eBay à la française, et ce qu'il a compris, c'est au lieu de ne mettre en avant que l'argent, son slogan, c'est de mettre en avant que ça sert à rien de laisser un bouquin sur un étalage, partager la culture avec quelqu'un d'autre, parce qu'en France, évidemment, ça passe mieux comme message, partager la culture. Et il me dit, le mec est hyper malin, parce qu'en fait, c'est la digitalisation permet ces flux, ces envois, etc. Amazon n'est pas encore ce que c'est, hein, donc on est vraiment sur les prémices, quoi. Ouais, on est sur des prémices où le mec change un métier et en face de lui, il a la grande distribution, quoi. Tu vois, il commence à rentrer dans le e-commerce, le petit français. Bon. Et Karl me dit, regarde la gestion de patrimoine, il y a des spécialistes. Évidemment, il y a donc l'équivalent de la grande distribution pour Pierre, c'est nous, c'est les banques. Et il dit, il n'y a pas de conseil en gestion de patrimoine global qui touche à tout. Il n'y a pas un endroit où tu peux parler immobilier, financier, SCPI, assurance vie, PER, private equity, produits structurés. Il n'y a pas. Enfin, il y avait peut-être, mais il n'y avait pas un endroit qui rassemblait ça sur un site internet. C'est ça que tu veux dire. Et qui était visible. Et qui était visible. Voilà. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à ça. Au départ, c'était très clairement pour se créer notre propre clientèle, notre propre audience. Base de données, ouais. Et là, on s'est rendu compte, en fait, d'abord qu'il y en avait d'autres qui créaient des idées comme ça très intelligentes et que le métier allait changer. Voilà. Et les 3 ou 4 acteurs qui sont aujourd'hui les plus présents sur le digital en gestion de patrimoine sont ceux qui ont, comme nous, ont dû entendre entre 2010 et 2013 et 2014, la digitalisation dans notre métier, ce sera les outils, donc agrégation de données, signature électronique. En revanche,
que le client, il vienne acheter et qu'il devienne un e-consommateur de produits financiers, ça n'arrivera jamais. Bon, et je ne peux pas dire heureusement parce que ce serait très très malvenu, mais depuis finalement mars 2020 et le premier confinement, et le monde a changé et il avait déjà changé. Voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement innovateur. Et est-ce que on n'est pas initiateur, mais il y avait cette sensation qu'à un moment donné, les gens allaient allaient placer leur argent comme ils achètent leurs chaussures. En fait. Alors, ce qui est assez intéressant à relever, c'est que là, on est en quelle année, hein? Tu parles 2012 à peu près? Lancement de Net Investissement, réellement, l'idée c'est 2011. Entre 2010 et 2011, lancement de Net Investissement qui fonctionne un peu, c'est 2012. Et puis il y a eu cette phase où on a essayé de se positionner. Puis après, il y a une deuxième phase, 2017 à aujourd'hui, où là, le site prend vraiment sa place. Alors, tu parles de génération, on a à peu près le même âge, hein, on ne va pas se le cacher, d'il y a 20 ans. Oui. Et là, j'ai reçu en fait à 2 podcasts différents des ambassadeurs des nouvelles générations, c'est-à-dire des réseaux tels que Instagram, avec justement une nouvelle typologie de clients, en fait, particuliers ou B2B, avec des nouveaux profils, une appétence évidente aussi pour peut-être les produits les plus volatiles, ou en tout cas... les nouvelles classes d'actifs, voilà, les comme nouvelles les classes, cryptos, exactement. métaverse, ils n'ont pas tort d'ailleurs. Voilà, NFT. Et donc, on est dans une deuxième, en gros, révolution de la profession. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu as pris ce virage-là? Parce que tu es très médiatisé, on va pas se le cacher. On va revenir justement là-dessus. Bah si, mais c'est aussi un choix stratégique, tu me l'as dit toi-même. Évidemment. Voilà. Donc, justement, pourquoi ce choix? Pourquoi tu t'es dit, il faut qu'on soit partout, il faut qu'on bombarde partout, il faut qu'on voit que nous? Moi, j'ai envie un petit peu de titiller, là. Ça y est, ça y est, on y vient. J'ai envie de te dire, un conseiller en gestion de patrimoine, perso, hein, moi, je me dis, plus il est pudique et plus il est discret, plus je vais avoir confiance en lui. Tu crois pas que c'est ce que pensent beaucoup de clients? Et tu crois pas aussi que c'est ce que pensent beaucoup de CGP en se disant, faut que je sois le mec hyper sérieux, faut que je sois le mec hyper rangé pour donner confiance et pour montrer que je sais garder les secrets, que j'ai pas une grande bouche, quoi, en fait. Tu sais, le Stéphane qui avait 18-19 ans, s'il voyait le métier que j'ai fait aujourd'hui, il se dirait, mais qu'est-ce que c'est que pardonne-moi le terme, qu'est-ce que c'est que ce métier chiant, quoi. Voilà. Parce que c'est du droit, c'est du juridique, c'est du fiscal. De la compta. Et là, alors la compta, oui, mais... Fiscalité, enfin, je veux dire. En plus, non, t'as raison, c'est de la compta, enfin, il y a des équilibres financiers. Et surtout, le monde a changé en termes de conformité. La réglementation est devenue un truc exceptionnellement lourd et RGPD a rajouté encore... Bon. Donc évidemment, tu te dis, on a l'idée que normalement, ça devrait être une typologie de personnes câblées pour prendre une forme de plaisir à faire ces métiers-là. Bon. Si toi, tu as besoin d'avoir ça parce que ton image du CGP doit être quelqu'un de discret, doit être quelqu'un un peu proche du script, tu vois, égyptien qui est derrière, qui prend tout en note, qui est un type hyper intelligent, tu vois, bah, tant mieux, parce qu'en fait, c'est une question de rencontre, Karine. Donc, tu sais, ton CGP, ce sera celui-là. Ouais. Mais à l'inverse, il y a des gens qui ont envie que son CGP, bah, ce soit quelqu'un comme moi. Parce non, fait... ce que je veux dire, c'est que je pense, c'est pas forcément l'un ou l'autre, tu vois, c'est pas binaire. Mais je pense qu'en fait, et d'ailleurs, pour recevoir beaucoup de CGP à cette table, je me rends compte quand même que le profil correspond aussi. Alors, toi, tu es un peu... le hors-sujet, quoi. Voilà. Quoi que tu fais pas... Je me demandais comment tu j'allais fais pas le dire. de crypto, Stéphane. Alors, j'en fais à titre personnel. Ouais, voilà. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que... J'ai été légèrement influencé. Par Karl, j'imagine. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, le style correspond aussi aux appétences, en tout cas aux intérêts de placement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que je vais me dire, si je veux aller sur des cryptos, des NFT, je vais plutôt choisir un mec comme toi. Si je veux aller sur l'immobilier, pourquoi pas? Mais par contre, c'est vrai que si je veux faire de l'assurance vie, enfin, tu vois, du Pinel, des trucs comme ça, c'est vrai que j'aurais un peu peur. Eh bien, Karine, pardonne-moi, hein, il faut vraiment, je vais être direct, hein, ça, c'est, je pense, la pire erreur qu'un particulier fait depuis l'aube des temps. Voilà, bon, la pire erreur. C'est-à-dire qu'en fait, l'habit ne fait pas le moine, je ne vais pas te faire le signe. Non, en fait, il ne faut pas imaginer que la gestion de patrimoine est catégorisée. Tu vois, parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les cryptos, c'est pour les millennials. Ça veut dire que TikTok, c'est que pour les jeunes. Non, en fait, non. Net Investissement va rentrer dans un mois sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est le meilleur algorithme
de personnalisation des besoins des gens. Et qu'en fait, tu as aujourd'hui déjà 35% de l'audience de TikTok sur des gens qui ont plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais, c'est énorme. Alors que c'est normalement, en tout cas pour moi, j'entends parler de TikTok dans la chambre de mon ado de 15 ans. Là, donc, bon, voilà. Ben non, en fait, il y a énormément de boîtes qui sont là-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le système est cassé. Et si on a réellement avec Karl, consciemment ou inconsciemment, mais parce qu'en fait on est des garçons assez ouverts, on a compris que l'audience typologique de net investissement, on était incapable de donner vraiment la cible. Évidemment, on concentre des gens entre 35 et 55 par rapport à leur pouvoir d'achat, ils ont une fiscalité, etc. etc. Mais aujourd'hui, figure-toi, on a des clients qui arrivent, ils font des parcours digitaux complets, ils maîtrisent hyper bien notre site, ils ont vu nos vidéos, ils font des simulations, etc. Et quand vous l'avez au téléphone, le mec, il a 82 ans. Mes parents, 81 ans. Mon père, Internet, je parle Internet, mon père, il n'aime pas. Tu vois, et ben, il y a des gens comme ça qui sont déjà dans cette dynamique. Et moi, ce qui est hyper bien avec Net Investissement, c'est que notre stratégie multicanal, principalement, être très présent sur Google et les moteurs de recherche, être visible sur Internet, YouTube, etc. Et cette stratégie multicanal d'aller faire les zouaves à la télé, etc., pour être sympathique, elle n'a servi qu'à une seule chose, c'est à attirer des gens, souvent qui ont déjà vu quelqu'un. Et quand tu réfléchis 2 secondes, si ils arrivent chez Net Investissement sur Google en référencement naturel, c'est pas parce qu'ils ont marqué assurance vie. Non, c'est parce qu'ils ont vu à la télé. Pourquoi investir dans l'assurance vie Target. Et à partir du moment où ils ont fait ça, ça veut dire qu'ils ont déjà vu quelqu'un qui leur a proposé. Et le profil, cravate, à carreaux, chemise verte, dans un petit bureau, machin, il est discret. Ça leur a pas convenu. Les autres, oui. Lui, non. Lui, il est 11h, il est chez lui, dans son canapé, et il veut absolument, à ce moment-là, une information. Et quand il va rentrer sur Google, ben là, il a une vidéo d'un mec qui est en t-shirt. Alors, Karl était magique pour ça. Carrément, il faisait des vidéos avec marqué Papounet. Moi, j'ai un t-shirt, c'est qui le patron? Alors, on ne le met pas toujours. Mais c'est ça que cherche notre clientèle. C'est pour ça qu'on n'est pas tant en concurrence entre players du web. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tant en concurrence avec les autres CGP. Notre concurrence, c'est la banque. En fait, tu touches du doigt quelque chose sur laquelle moi je réfléchis depuis longtemps, puisque moi j'ai hérité de mon papa en 2006. J'ai été un des plus gros dossiers fiscaux du Val-de-Marne. Sympa. Affaire Corse, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte que à l'époque, avoir un patrimoine à titre particulier, après on parlera en entreprise, c'était quelque chose de très confidentiel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis retrouvée dans 2-3 pays pour comprendre ce que mon père m'avait laissé, avec des lettres, des directives, des numéros de code, des machins, j'y captais rien. Est-ce qu'il y avait un cadastre au moins? Je peux pas te dire. Mais tu vois, ça s'arrange au village normalement. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est de là d'où est venue ma curiosité par rapport à ce métier en fait, parce que j'ai été mise comme ça un peu à me démerder. J'imagine. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est ma vision à moi des choses. Et en fait, je me dis, cette vision très séculaire, confidentielle, tu vois, limite un peu secrète, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je pense, les générations d'avant ont donné comme impression, enfin en tout cas un patrimoine c'est personnel, les gens peuvent être jaloux, faut pas en parler, voilà, c'est tabou. L'argent est tabou. Et donc ce que tu dis toi, c'est qu'au final, vous avez pris un virage avec Karl parce que vous aviez vos personnalités, mais pas que en fait, tu es en train de dire que la perception que les gens ont d'un patrimoine, alors déjà, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est plus forcément un patrimoine justement après un décès qu'on lègue, c'est un patrimoine qu'on a envie de se constituer aussi quand on démarre dans la vie, millénium parce qu'on met un peu d'argent de côté, ou plus tard parce qu'on a une boîte et on a envie d'investir. Donc tu es en train de dire que le profil des gens pour qui tu bosses, il a changé et il vous fait aussi changer. C'est ça que tu dis. Parce que c'est logique quand même. C'est pas nous, professionnels de la finance, banquiers, sociétés de gestion, CGP, qui allait faire évoluer les habitudes. Décidons qui est notre client en fait. Enfin, tu vois la différence. Alors il n'y a pas de critique, mais ce modèle est en train de changer également. La banque, elle crée un produit. Et une fois qu'elle a créé son produit, elle va regarder dans son portefeuille de clients à qui elle peut le vendre. Le CGP, il fait l'inverse. Lui, il trouve un client. Et une fois qu'il a défini le besoin du client, il va voir pour trouver le produit. Donc déjà, il y a une fondamentale différence. Voilà. Ouais. Et puis nous, on s'est dit, ben non, en fait, nos clients ne sont plus des investisseurs, je te le redis. Nos clients ne sont plus des investisseurs. Nos clients sont des e-consommateurs de produits financiers. Des acteurs. Mais je te jure, le schéma
qu'on a souvent répété, pardon, c'est le mec qui travaille toute la journée, et quel qu'il soit, qu'il ait des boulangeries, qu'il soit un haut cadre, un haut fonctionnaire, genre un sportif, hein, c'est quand il est dans son canapé en caleçon, il prend son téléphone aujourd'hui pour regarder ces trucs-là. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il n'a pas envie de prendre un rendez-vous. Il n'a pas, il a pas envie d'entendre « Ah non, en dessous de 200 000 de cash, tu restes banque normale. Après, tu passes gestion de patrimoine. Et puis au-dessus d'1,5 million, tu passes banque privée. Puis après, on te vous verra. » Il n'a plus envie d'entendre ça. Lui, il veut faire la même chose qu'avec Netflix, avec Amazon, avec les autres. C'est tout de suite, maintenant. Voilà. Et donc, des fois, sur l'investissement, et c'est ce qu'on se disait, on se dit, on va plus avoir des jeunes qui ont 5 000, 10 000 euros à placer. Ben non. Tu as des mecs qui arrivent et qui te disent, moi j'ai besoin d'informations vite, rapide. On plaçait combien ? 3 millions d'euros. Les premières fois que ça nous est arrivé avec Karl, même nous, vieux modèles, en vrai, vieux bien sûr. On ne comprenait pas. Et je vais au bout, Karine, parce que ça c'est important pour moi, parce que moi j'aime bien transmettre et je m'inquiète très fort sur les cryptos, alors que avec Karl, au quotidien, mon associé est hyper pointu, c'est devenu une pointure. Et je l'entendais et on avait plein de débats, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qui va arriver derrière. Mais en revanche, je lui fais confiance sur ce qu'il connaît, tu vois. Et qu'on est descendu dans la cafétéria de Net Investissement, on était une trentaine à Bordeaux, là, et tu vois ton alternant, qui a 23 ans, 4 000 balles par mois, 3 000 balles de côté, c'est toutes ses économies depuis 17 ans. Hein. Bon. Et bien, il vient de tout mettre sur une des cryptos, parce qu'en fait, il a vu que Ethereum et Bitcoin fait machin, et donc il s'est mis sur la 7e crypto derrière, parce il a compris qu'elle était corrélée, machin, et on s'est regardé avec un. Et on s'est dit, c'est là que ça va commencer à merder. Parce que le réflexe que tu as, le réflexe que beaucoup de gens disent, les cryptos, c'est pour les jeunes. Ah bah non, en fait, c'est hyper technique. Et ce qui se passe en ce moment dans le monde de la crypto, il se passe exactement la même chose dans la haute finance, au même niveau, sûr, avec moins de régulation, et simplement que la crypto ne peut être distillée que sur le web. Donc c'est purement une classe d'actifs qui va attirer les gens qui consomment le web. Donc moi je suis totalement contre ça. Et là avec la faillite d'FTX, tu vois, on va dire quoi ? Alors on va dire à tous les gens qui ont plus de 45 ans, faites de l'assurance vie en fonds euros, faites surtout pas de crypto, alors qu'on sait que la technologie c'est l'avenir. C'est pas demain, ce sera après-demain vraisemblablement, et ce sera pas décentralisé, ce sera régulé comme le reste. Pour autant, il faut pas se retirer, etc. Et tu vois, cette notion de classer les gens, moi, j'ai eu la chance, parce que dans notre vie, il y a des chances de rencontre. Je le cite, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Soumier, qui nous a vraiment aidé à être visible, qui pour moi était le grand ponte de la matinée à l'époque sur BFM Business. Voilà, et la première fois qu'il m'a invité pour parler de Net Investissement et de notre projet, on a dit avec Karl qu'on voulait dépoussiérer et démocratiser la consommation de patrimoine. Parce qu'en fait, il y avait un truc en France qui continue. T'es jeune, tu fais de la crypto, t'as le droit d'avoir de la volatilité. T'es pauvre, t'as pas le droit d'avoir des produits de qualité, quoi. Donc tu dois aller à la banque et avoir ton livret. C'était pas acceptable. Moi, il y a un truc aussi que je note, c'est l'évolution, ne serait-ce que dans les conversations, dans les échanges. Avant, on parlait pas trop d'argent, limite on cachait un peu ce qu'on gagnait. Aujourd'hui, on va presque regarder les sites. Alors, t'as combien ? Oh putain, t'as fait tant de pourcentage et tout. Et ça fait du bien de pas avoir honte de gagner de l'argent. Évidemment, heureusement. Et comme ça, on va peut-être arriver dans un monde où quand il y a une belle Porsche ou un beau 4x4, les mecs ne pensent pas en premier à y mettre un coup de clé. Ils pensent tout de suite à se dire comment moi je peux en avoir une, si tant est que ce soit une variable qui peut l'intéresser. Bon, bref, c'est pas la mienne, mais enfin, peu importe. Tu vois, typiquement, il y avait cette notion fondamentale. Moi, j'ai vu des confrères à moi très intelligents, hyper sympas, des grands professionnels qui répondaient encore il y a quelques années à des journalistes. La gestion de patrimoine, ça commence avec un patrimoine brut aux alentours de 1 million avec un peu de dette et entre 100 et 200 000 euros de liquidité placée. Non, en fait, la gestion de patrimoine, tu as 200 euros par mois à placer. Pourquoi tu n'aurais pas les mêmes produits, quoi ? Et les sociétés de gestion, pour le coup, elles l'ont compris. Les SCPI se sont mis à faire des petites parts pour que tu puisses les versements progressifs, y compris les plus grands. Ils ont fait des fonds millennials qui intéressent les gens. Enfin, tout le monde a commencé vraiment à aller dans ce sens de la démocratisation, mais pas sur le modèle de Uber. Pas sur le modèle de si on démocratise, c'est moins cher. Non, c'est démocratiser parce qu'en fait, il y a un plus grand nombre. Et comme maintenant, on a des outils digitaux, on gagne du temps. Avant, le nombre, c'était pas rentable si tu avais une ramette de papier. Maintenant, le client, il fait la moitié de son parcours tout seul en digital quand il veut. C'est mémorisé, c'est sécurisé et tu fais ton parcours en signature électronique de conformité. Donc, tout le monde peut vérifier qu'il a fait les choses bien. Qu'il ait 100 ou qu'il ait 1 million. Franchement, c'est top. Mais si je suis un CGP qui t'écoute, on va partir de deux profils différents. Il a beaucoup de goût de le faire, ça c'est bien.
Déjà, il suit la bonne émission. Déjà, Bon, ouais, dis-le, exactement, je quand le même, remercie. déjà, il est Non. bien tombé. Un CGP un peu old school, en tout cas avec une approche qui me rassurait justement à l'époque. Hein. Donc dans ma bouche, c'est Et je absolument sens que t'es en train de pas changer d'avis. péjoratif. Je sens que t'es en train de changer d'avis. Et ben, comment est-ce qu'il peut aller justement un petit peu pas se dépoussiérer, parce que c'est un mot qui est un peu fort, mais on va dire aller se faire un peu violence, quoi, tu vois, en rock sur scène, on dirait se salir, tu vois, c'est-à-dire, allez, on enlève le costume et on va vers cette nouvelle approche. Donc ça passe par ce que tu dis, être très présent sur les réseaux, mais ça, enfin tu vois, on l'est ou on l'est pas, Mais quoi. Karine, pourquoi il le ferait? Tu Bah, vois, justement, pour prendre un virage. dépoussiérer, ça veut pas dire qu'il fait son travail mal, hein, et ça veut pas dire qu'il a pas il a pas sa clientèle. Moi, il y en a qui ont envie. Non, mais justement, Mais il y s'il en est a- dans cette envie Ah oui, d'évoluer, en tout cas, pas d'évoluer forcément vers le haut, mais de changer, d'avoir une nouvelle approche, de sortir un petit peu justement de son cabinet pour un petit peu, je sais pas, se faire connaître, parce qu'il a envie un petit peu oui, voilà, tout simplement, de changer. Donc, tu lui conseilles quoi? D'être plus actif sur les réseaux, d'essayer justement de se faire inviter sur les plateaux bah, il peut essayer, mais c'est pas facile. C'est pas En facile, vrai, non. c'est pas facile parce que voilà, nous on a eu beaucoup de chance, mais on a aussi apporté ce qu'il fallait apporter au moment où. Alors c'est peut-être là qu'on a eu de la chance. Moi, je pense qu'on a eu de la réussite, c'est pas que de la chance, et on travaille sa chance. Euh, Maintenant, moi, ce que je peux vraiment conseiller à un CGP qui aurait envie de rentrer un peu plus dans le, et j'aime pas dire ça, dans le monde un peu 3.0, parce que je le redis, il y a des CGP old school. J'ai rien à leur dire, hein, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est top. Ils ont des bureaux magnifiques, ils ont une clientèle magnifique, un savoir-faire magnifique. Ce sont des types extrêmement sympathiques. Et ils ont des clients qui n'auraient pas du tout envie, quand ils arrivent chez Net Investissement au siège à Bordeaux, d'avoir un énorme Ironman dans l'entrée. Ça leur irait pas du tout. Ouais, Eux, ouais, ils veulent absolument. arriver dans un bureau où il y a un Tout est feutré, Basquiat ou un ça, Jacobetti. Tu vois, c'est ça ouais. qu'ils attendent. Voilà. Donc, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, faut vraiment pas se forcer. Après, s'ils ont envie de le faire, évidemment, aujourd'hui, à l'avenir, elle va être quand même inquiétant ou pas, plutôt les réseaux sociaux. C'est plutôt ça, sur YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche aujourd'hui, après Google. Ça tombe bien, ça appartient à Google aussi. Et faire de la vidéo, c'est là que ça se complique. Aujourd'hui, nous, alors je vais te dire, on a fait du média. On a recruté quelqu'un d'exceptionnel qui travaille avec moi au quotidien, qui s'appelle Julien Delcominette, qui est le patron de l'IT de Net Investissement, qui était un associé également, qui lui a eu toute la vision de connaître les réseaux sociaux, nous disant ne dépensez pas d'argent en Google Ads, pas de référencement payant comme les autres. Faites du référencement naturel, ça a pris du temps. Donc évidemment, il y a eu toutes ces phases-là. Et puis, comme en parallèle, on a eu la chance, grâce à Stéphane Soumier, d'être visible et puis ensuite d'aller dans tous les médias, on a mis en place aussi cette stratégie-là. Là où franchement, une fois de plus, Karl a eu cette vision, parce que c'est là où il est hyper fort. Il a vu un truc avant tout le monde. Il a commencé à venir me voir en me disant il faut qu'on fasse des vidéos pour YouTube en 2014 ou 2015, tu vois. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre sur YouTube comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire sur TikTok. Voilà. Bon, et là où il faut s'avouer, c'est qu'en plus on aime bien faire les abrutis. On l'a fait bien, tu vois, sérieux, sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que tous les contenus, il a inventé un concept, je le cite, pardon, ça s'appelle la Net Academy. Il est en t-shirt, c'est très cool. Il imite Charles de Gaulle des fois, il imite, je sais plus comment elle s'appelait, la cuisinière du Sud-Ouest. Là, c'était marrant. Ça a cartonné, mais c'est des dizaines de milliers de vues pour parler LMNP, pour parler SCPI, pour parler Private Equity. Ça changeait complètement avec des couleurs derrière. Voilà. Tout est parfaitement carré d'un point de vue juridique, légal. Tout est pédagogiquement hyper cohérent. Et on est rentré dans le monde de la vidéo, on y a pris beaucoup de plaisir parce qu'on est des bons clients. C'est là où ton CGP un peu mais ça correspond quand même à un caractère, quoi. Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. C'est pas un parce caractère, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Oui, mais aussi, enfin, je veux dire, il y a des gens qui aiment pas s'exhiber, mais je veux dire se mettre en situation, qui aiment poster des choses tous les jours. Et j'ai envie de te dire, c'est pas fatigant tout le temps. Alors, on passe pas tous les jours. Moi, j'ai la chance en plus aujourd'hui d'avoir une équipe, je te le cache pas. Ouais. Donc, non, parce qu'il faut justement s'armer, quoi. Il là, faut avoir tout ce qui est technique. Aujourd'hui, chez Net Investissement, tu as autant de personnes qui travaillent à l'IT et à la com que sur le floor de conseil en gestion de patrimoine. Parce que poster, c'est bien, mais il faut quand même poster du fond, quoi. Nous, on a une vidéaste, une responsable de la communication qui fait le community management. On a 2 web développeurs et 2 web marketeurs. Des gens qui ne font que du contenu. Voilà. Et c'est génial. Et moi,
Tu te rends compte, j'ai un cinéaste, on va dire vidéaste, mais un mec qui fait normalement des clips réals, pour la musique, et il est top. Tu vois, et en fait, on peut faire n'importe quoi, n'importe quand, pas qu'avec un téléphone. Lui, il te suit avec la La caméra, caméra, on les peut pieds. s'éclater avec des trucs Ouais. de qualité. Bon, après, il faut avoir atteint un certain niveau pour avoir les moyens. Ouais. Donc, c'est un vrai métier. Ça devient presque du média conseil. Tu vois, c'est entre ton métier et le métier de conseiller en gestion de patrimoine, il y a ce que fait un peu Net Investissement et d'autres. Tu peux pas démarrer du jour au lendemain et te rendre visible du jour au lendemain, ou alors tu vas très vite un peu être ridicule, quoi. Tu vois. C'est quoi les pires gadins? Les choses, quand tu regardes en arrière, tu te dis ça, j'aurais pas dû le faire. Les pires gadins. Alors, entrepreneurialement parlant, il y en a plein, mais comme ça nous a pas du tout pénalisé, Ouais. j'ai pas de... Les gadins, en tout cas les vraies erreurs, ça a été de l'humain. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça a été de l'humain. C'est des choix sur les humains qu'on n'a pas fait, soit de ne pas retenir quelqu'un. Recrutement, donc. Ouais, enfin recrutement. Ou dans des phases de vie où on aurait peut-être dû aller plus dans un partenariat ou fuir un partenariat. C'est plus dans des trucs comme ça. Donc on n'est pas toujours très bon dans les rencontres. Mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher parce qu'en fait, quand tu travailles plusieurs années avec quelqu'un et puis que ça finit mal, c'est toujours un peu compliqué. Bien sûr. T'as pas envie, quoi. L'objectif, quand même, on est tous plus ou moins libéraux en état d'esprit. Tu vois, on a tous envie de nous laisser réussir. Après, derrière, se laisser réussir, sa responsabilité, c'est aussi de partager avec les gens qui ont aussi réussi avec toi, quoi. Voilà. Et ça marche pas tout le temps de réussir ensemble. Hein. Donc ça, les vrais gadins, en tout cas là, à titre perso, les vrais poids. Ouais. Bon, mais je pense que Karl répondrait la même chose. Là, C'est qu'on a les vécu, gens, à partir de la boîte grandit. Tu commences à avoir des trucs qui commencent à devenir moins drôles parce que tu t'amuses moins dans l'humain, ça se hiérarchise. On est en France, les choses se codifient. Ouais. Tu deviens le mec de Net Investissement, donc attention, tu vas dans un bar à Toulouse, fêter la victoire du Stade Toulousain, 1h du matin, il y a un mec qui vient te dire je vous ai vu à la télé, machin. Ouais. Donc là, le monde est en train de changer. Ça, c'est fatigant, non? Non, c'est pas fatigant, parce que je suis à tout petit niveau, faut pas exagérer du tout. C'est juste que Toulouse, après un match du Stade Toulousain, c'est pas le moment de parler, tu vois, de la dette émergente. Je te le cache pas, j'étais pas vraiment là-dessus. Tu vois, mais ça cache un peu ta soirée. Non, ça, c'était pour rigoler, mais ouais, non, je pense les plus gros gadins, c'est ça. Mais comme avec Karl, on a vécu, tu sais, 2006, 2008, on est monté, mais à toute vitesse. On a un cabinet à Bordeaux. 18 mois après, on ouvre un cabinet à Cannes, tu vois. On faisait des allers-retours, on avait déjà une équipe de 8 ou 10 personnes. On était parti avec 5 000 euros, quoi, chacun. Et en fait, on se prend pleine tête, mais pleine tête. Les subprimes, on se prend pleine tête. Les Robiens de la colère, qui avait été un reportage que France 2 avait fait sur les lois Robiens, tu vois, où 50% de tous ces grands défiscalisateurs qui vendaient un peu n'importe quoi se sont pris des gifles. Et là, tu te prends un gadin, et en fait, tu avais une équipe de 8 mecs, et tu en as la moitié qui rentrent prendre un CDI en banque, parce qu'ils sont persuadés que ça s'écroule. Voilà. Bon, on en a eu quelques-unes, des gifles, mais ça nous a finalement servi, parce que si tout s'était bien passé, on se serait pas forcé à aller plus loin. Tu vois, on se serait arrêté avant. Ouais. Et ton leitmotiv, alors, est-ce qu'il a changé depuis 10 ou 20 ans? Non, moi, c'est toujours sérieux sans se prendre au sérieux, mais on ne me changera jamais. Sérieux sans se prendre au sérieux. On n'y arrivera pas, parce que j'adore que les gens... C'est névrotique ce que je te dis, hein, Karine. J'adore que les gens aient l'impression que je suis un guignol. Avec Karl, on a toujours adoré que les gens aient l'impression qu'on puisse être des guignols, parce que très très vite derrière, ils se rendent compte que c'est pas le cas. Et finalement, les relations à ce moment-là sont vachement plus profondes ou intenses. Les gens, les clients, tu veux dire? Non, tout. Les partenaires, les clients, les fournisseurs, tout le monde. Voilà. Et on passe pas toujours avec les gens. Mais les gens se rendent vite compte que même si on essaie de bouger un peu la profession, on ne le fait pas en montrant du doigt justement le CGP classique, en lui disant tu as tort. Non, on lui dit ce que tu fais est super. Nous, on va le faire différemment, et finalement, on ne va pas se retrouver en concurrence. En concurrence. Enfin si, sur les fonds, oui. Sur les produits, oui. Nous, on avait rencontré un CGP avec qui on est devenus amis, qui avait vraiment un modèle très à l'ancienne. Tu vois, il prenait sa voiture, il allait voir une fois par an ses clients, à chaque fois, il reprenait un petit versement, il faisait des honoraires, etc. Bon. Et lui, on était copains, il ne comprenait pas. Je me souviens, on était à Calvi, en Corse, dans un séminaire, et on est en train de dîner, et il nous dit vraiment, moi, j'ai du mal. Et on lui réexplique. Et à la fin, il dit, ouais, ce que vous faites, les gars, c'est génial. À aucun moment donné, il n'envisage, lui, d'y trouver la moindre cohérence pour lui. Mais il comprend à ce moment-là qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Ouais, je comprends. Et qu'en fait, c'est génial qu'il y ait des gens qui fassent des choses différentes. Et personne ne se donne de leçons ou ne juge l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Pour terminer, mon cher Stéphane. Déjà ? Ouais, tu vois, ça passe vite.
Dans un contexte comme celui de cette année, comment est-ce que vous avez géré et ça serait quoi un petit peu tes bons plans? Ou en tout cas, ce que tu conseillerais à d'autres collègues CGP de mettre en avant ou de privilégier? Là, tu me parles de classe d'actifs, de Absolument. produits, on va sur quoi Ouais, classe d'actifs ou produits, ouais. Bah moi déjà, je conseillerais à... Parce que là, tu fais tout, toi. Bon, tu fais non, on de fait tout. l'IMO, Bah, d'assurance voilà. vie. Enfin, on fait tout. On peut faire tout. On fait pas tout parce qu'il y a des choses qui ne Ouais. nous intéressent pas, qui ne nous plaisent pas et qu'on ne sait pas faire. Donc, voilà. Mais on peut faire tout. D'abord, je pense que là, dans le premier trimestre 2023, et tout le monde le fait, mais de reprendre contact avec tous les clients, même ceux qui nous laissent tranquilles et qui ont besoin de rien, je pense que ça va être très important de revoir tous nos clients pour voir recréer une nomenclature un peu plus récente de la façon dont ils ont géré leur patrimoine. D'accord. Et ensuite, bien revoir où ils sont, dans quel état d'esprit ils sont. Ouais. Parce que, tu vois, là, on a vécu des périodes entre les confinements, l'inflation. Là, on a vécu des choses, ça fait quand même beaucoup. Tu vois, les Crise subprimes, c'était obligataire. cataclysmique. Mais là, quand même, si tu y réfléchis, C'est depuis énorme. février 2020 jusqu'à là, février 2023, on va dire, sur 3 ans, tu te prends la totale. Absolument. La totale. Et c'est peut-être pas fini. Tu vois, avec des trucs qui sont très angoissants. Tu vois, bon, tu vas marquer sur BFM le matin. Coupure Poutine d'électricité. non mais Poutine hésite la bombe nucléaire. Enfin, je sais pas si c'est le délire. Moi, j'ai connu ça, mais il y a très très longtemps. Ouais. Bon, ça c'est la première chose. Après, derrière, beaucoup de diversification. Ça, c'est évident. Évident. Et surtout, je leur conseillerais, regardez bien les produits, non pas par rapport à ce que vous pensez être bon pour vous, mais ce qui est bon pour le client. Et je prends l'exemple, c'est pour ça que les SCPI, pour ne pas les citer, fonctionnent énormément en ce moment, parce que c'est un produit qui est simple. C'est un produit qui est finalement assez accessible. Pas inquiétant en gestion, accessible en termes de montant. Tu peux rajouter, tu peux enlever. Ce sont la grande majorité des SCI à capital variable. Donc tant que le marché s'achète, se vend, il y a une forme de liquidité que tu n'as nulle part dans l'immobilier et que tu as toutes sortes de SCPI qui peuvent rassurer tout le monde. Celui qui veut la grosse mémère, il a la grosse mémère. Celui qui veut prendre des risques, il prend des risques. Et ce produit, il a d'abord de la résilience, mais surtout, il concerne une clientèle qui est de plus en plus importante parce qu'elle n'a plus envie de l'immobilier direct avec le problème locatif. Les taux 8 mois qui pour être augmentent. financé, machin, et elle est très méfiante en ce moment. Puis on est sur des marchés. rendements pas trop dégueulasses, 3-5% en général, quoi. Après, je dirais quand même au CGP, intéressez-vous aux opportunités. Voilà. Et voilà, pour te donner 2 axes, moi je suis féru d'intelligence artificielle. C'est des fonds qui ont été extraordinaires en 2020 et début 2021. Nos clients ont fait des performances extraordinaires. Bon, depuis, ça s'est évidemment corrigé. Maintenant, repartir sur des prix de valorisation plus basses comme actuellement, il y a sans doute, et c'est évident, énormément de profondeur de marché encore sur les GAFAM, sur les Netflix, etc. Ça n'échappe à personne. Donc voilà, des sujets qui sont simples. Et quand je dis opportuniste, c'est oublier le grand soir, quoi. On fait de la gestion de patrimoine, on n'est pas des traders. Donc le temps est l'ami du conseiller en gestion de patrimoine et le temps est l'ami du client du conseiller en gestion de patrimoine. Si le client il est pressé, il va voir quelqu'un d'autre, pas un conseiller en gestion de patrimoine. Il prend un influenceur sur TikTok à Dubaï et puis il voit ce que ça va donner. Et il n'a pas besoin des cryptos pour perdre tout son argent. On va rester sur ces belles paroles. J'avais le plaisir aujourd'hui d'avoir Stéphane Van Uffel, directeur général de l'IMO et Net Investissement. Merci Karine, Stéphane pour ce podcast. À très bientôt. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Passion Pat. Ciao, ciao.